Alors, salut tout le monde, je m'appelle Muriel Kameni, élève en deuxième année d'infirmerie anesthésie à Webster University, ici à Saint-Louis, Missouri. Et donc, comme je disais tantôt dans ma vidéo d'introduction, je serai la seule parmi mes autres collègues de mon groupe, je serai la seule à devoir enregistrer les vidéos en français, vu que je suis la seule francophone du groupe. Et donc, nous vous remercions encore infiniment d'avoir accepté de participer à cette étude-ci. Et donc, notre objectif serait vraiment d'enregistrer les vidéos maximum 15 à 20 minutes et de vous les livrer chaque semaine. La première partie va beaucoup plus se focaliser sur l'anatomie de la moelle épinière. Et je vais juste chercher, afficher mon PowerPoint. Et donc, nous nous focalisons beaucoup plus sur les femmes enceintes. Donc, notre étude, si je peux le répéter encore, est de savoir si l'éducation en ligne peut promouvoir les notions, la connaissance sur la péridurale parmi les infirmiers anesthésistes du Cameroun. Et donc, l'objectif de cette présentation inclut le fait que l'apprenante devrait être à mesure de décrire l'anatomie de la moelle épinière, décrire les médicaments et les paramètres de dosage respectifs de l'anesthésie péridurale et de l'analgésie péridurale, discuter les indications, les contre-indications et les complications de l'anesthésie péridurale, expliquer la procédure d'anesthésie péridurale au cours du travail d'accouchement. La colonne vertébrale est composée de vertèbres et de disques intervertébraux. La colonne vertébrale fournit le soutien, la protection et la mobilité. La colonne vertébrale a pratiquement 33 vertèbres et donc vous pouvez aussi voir la photo à la droite. Ces vertèbres incluent cette cervicale qui va de C1 à C7, deux thoraciques de T1 à T12, sein lombaire de L1 à L5, sein sacré fusionné de S1 à S5 et quatre vertèbres coccygènes qui est tout juste ici au bout. La moelle épinière se termine pratiquement de L1 à L2 chez 90% des adultes. Et c'est pourquoi c'est vraiment important d'éduquer ces patients-là parce que la majeure partie des patients d'habitude, et surtout chez nous en Afrique, ont cette peur-là d'avoir peut-être un canal rachidien ou alors la péridurale parce qu'ils ont peur d'être paralysés. Mais si on voit bien, pour placer une péridurale, c'est en fait entre L3, L4 ou alors L4, L4, L5. Donc, pratiquement, vous dépassez la limite où la colonne vertébrale, où la moelle épinière se termine. Donc, c'est vraiment important d'éduquer ces patients, de les rassurer qu'il n'y a pas moyen de sorte que on puisse perforer ou alors piquer accidentellement la moelle épinière parce que ce n'est même pas dans le même espace. Donc, éducation vraiment est la clé pour l'insertion de cette péridurale-là. Et donc, nous avons pratiquement quatre courbures antérieures-postérieures. En ce qui concerne la concavité antérieure, nous avons la partie thoracique et sacrale. Et vraiment, je m'excuse, je ne pouvais pas trouver de photos en français qui avaient toutes les quatre différentes courbures. Et comme vous voyez là sur la photo, par exemple, la concavité antérieure inclut la partie thoracique, en anglais thoracic curvature, qui est juste ici en vert, la partie sacrale ici en bleu. La concavité postérieure inclut la partie cervicale ici en jaune et la partie lombaire en rose. Et aussi, de fois, vous avez des patients qui viennent avec des abnormalités. Par exemple, les patients avec la scoliose où la normalité pratiquement est vue tout au long de la colonne vertébrale, déjà dans une forme de S. Et pour les patients peut-être avec la cyphose, ils vont venir avec peut-être une bosse sur leur dos. Pour ces patients, la normalité est beaucoup plus localisée vers la partie thoracique, comme vous pouvez le voir ici. Et pour la lordose, le patient, la normalité est beaucoup plus sur la partie lombaire. Alors, nous avons différentes couches qui couvrent la moelle épinière. Et déjà, ça part de la peau. En dessous de la peau, vous avez le tissu graisseux sous-cutané, le ligament supraépineux, le ligament interpérineux, le ligament jaune, l'espace épidural-péridural qui est
nettement où vous allez insérer votre aiguille péridurale, la dumère, l'espace sous-dural, l'arachnoïde, l'espace arachnodien, la primaire, la moelle épinière. Et ici, c'est juste une photo qui vous montre en fait l'espace où vous devez mettre votre aiguille qui est entre L3 et L4, comme je l'ai mentionné tout haut, ou alors L4, L5. Et la moelle épinière, comme je disais tantôt, se termine vers L1, L2. Alors, nous avons trois principaux ligaments qui soutiennent les différents vertèbres. Le premier, c'est le ligament supra-épineux qui s'étend de T7 au sacrum et c'est un cordon fibreux fort qui s'étend tout au long de la pointe du processus épineux. Le ligament interpérineux est un mince ligament, ça relie les aspects inférieurs à supérieurs du processus épineux. Et le ligament jaune, robuste, épais et mesure 3 à 5 mm de L2 à L5. La moelle épinière va pratiquement du foramen magnum à L1, L2, comme on l'a tantôt dit tout à l'heure chez 90% des adultes, mais chez les enfants, ça se termine à L3. Et ça se termine aussi à la cône médulaire. La vascularisation de la moelle épinière et des nerfs provient particulièrement d'une seule artère spinale qui va fournir pratiquement 2 tiers d'apport sanguin à la moelle épinière. Une paire d'artères rachidiennes postérieures qui fournira aussi un tiers d'apport sanguin. Et l'artère Adam-Kiris qui est un artère très important et provient de l'aorte et fournit un apport sanguin antérieur de la moelle épinière, fournit pratiquement 2 tiers d'apport sanguin à la moelle épinière. Anatomie de la moelle épinière continue. Le canal rachidien contient en fait la moelle épinière avec ses méninges, tissus adipeux et un plexus veineux. Ces méninges-là sont composés de 3 couches qui incluent la primaire, comme ici sur la photo. Elle est mince, très vasculaire et adhère directement à la moelle épinière. L'arachnoïde qui est délicat, non vasculaire, adhère à la dumère. La dumère qui est la couche externe, la plus épaisse et la plus dense. Alors ça, c'est une photo des différents dermatomes. Un dermatome qui est pratiquement une zone de la peau dans laquelle les nerfs sensoriels dérivent d'une seule racine du nerf rachidien. Pratiquement, quand vous voulez pratiquement, en un mot, pratiquement, le dermatome, en fait, vous aide à savoir où est-ce que vous voulez localiser votre blocage. Donc, si par exemple, vous êtes en train de vouloir faire une césarienne, d'habitude, le dermatome de la césarienne, c'est T4. Parce que vous ne voulez pas que quand le docteur va peut-être faire une incision, vous ne voulez pas que le patient puisse ressentir n'importe quelle sensation. Et donc, T4 va jusque-là. Donc, quand vous allez donner vos anesthésies locaux, ça va progressivement se lever jusqu'à ce que ça va atteindre T4, qui est votre dermatome à laquelle vous voulez avoir, pour la césarienne. Et donc, cette photo-ci, c'est juste pour avoir une idée des différents dermatomes et savoir pratiquement où est-ce que vous voulez que vos anesthésies locaux puissent marcher. Donc, je me dis, c'est aussi quelque chose d'important à savoir, quoi. Et donc, ceci vraiment conclut l'anatomie de la moelle épinière, qui est la première partie, la première vidéo qu'on aura à vous livrer d'ici quelques semaines. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à poser cette question-là sous les commentaires sur YouTube ou alors envoyer ce message-là sur notre groupe sur WhatsApp. Et donc, j'espère vraiment que vous avez pu apprendre une ou deux choses aujourd'hui. Et comme je disais tantôt, n'hésitez pas euh, à nous faire savoir, à me faire savoir les différentes questions que vous avez. Merci beaucoup.